Nouveau journal sur Eden TV. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. L'Assemblée générale des étudiants prévue pour ce jour n'a pas pu avoir lieu. Les forces de l'ordre ont investi le lieu de déroulement de cette AG et dispersé les étudiants. À Abidjan, mécontentement dans le rang des producteurs de cacao. Ils dénoncent la chute des cours de ce produit agricole. Au Pakistan, au moins 110 personnes ont trouvé la mort dans un attentat suicide revendiqué par l'État islamique. L'État pakistanais a du coup demandé la fermeture de ses frontières avec l'Afghanistan qu'il accuse d'être l'auteur de cet acte. À nouveau, bonjour. L'Assemblée générale des étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi n'a pas eu lieu ce matin comme l'ont voulu ses organisateurs. Les forces de l'ordre ont empêché son déroulement après qu'elles ont investi le lieu où cette AG devait se dérouler. C'est ce dont nous parle Nicolas Zissou, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB, suspendu. On l'écoute. Était normalement prévu une conférence de presse assortie d'une assemblée générale parce qu'on a jugé bon placer la conférence de presse avant l'assemblée générale pour ne pas faire tarder Fouquier, journaliste, pour le traitement de l'information. Mais grande est notre surprise de constater déjà aux environs de 7h30 la présence de la police nationale sur les lieux qui a pris dans un premier temps le camarade Wilfried Habib Arandessi et qu'il a relâché en cours de route. Mais vers 9h15, la police est revenue nous demander tous de sortir de l'hôtel. De sortir de l'hôtel, on était au portail quand ils nous ont carrément demandé cette fois-ci de quitter les environs et le village universitaire Kézobadien. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'on se demande si nous sommes toujours dans un pays de droit où règne la démocratie et l'expression et la liberté d'expression, j'allais dire. Puisque dans un premier temps, on nous a interdit d'activité. On a interdit d'activité toutes les organisations estudiantines et on a jugé bon de rester loin de l'université. Et on en était là quand la semaine écoulée, le recteur sort une note pour interdire les 21 leaders étudiants qui étaient préalablement exclus de l'université pour 5 ans. Ils ont interdit d'avoir accès à l'université. Donc on a jugé bon mettre la conférence de presse et l'assemblée générale hors de l'université pour ne pas se confondre avec les décisions hasardeuses que prennent les autorités universitaires. Donc on ne sait vraiment pas ce qui a motivé la police nationale à venir jusqu'à dans un hôtel privé, dans un lieu privé où allait se tenir la conférence de presse à sortir de l'Assemblée générale pour nous chasser. On n'arrive vraiment pas à expliquer. Le dernier conseil des ministres, on appelle encore dans cette édition, outre le retour dans le patrimoine de l'État de certains hôtels, le nouveau mode de gestion du parc automobile du Bénin, les membres du gouvernement ont aussi évoqué la question du bitumage de certaines voies du Bénin. Le ministre d'État, le secrétaire général à la présidence, donne quelques précisions. Travaux d'aménagement et de bitumage des routes Zayanado, Pauyan, Kove, Kogede et Zapota. L'un des projets phares du programme d'action du gouvernement est l'aménagement et le bitumage de ces différentes routes d'une longueur totale de près de 75 km. La réalisation de ces routes avait été confiée à l'entreprise Adeoti en mars 2016. Le gouvernement a suspendu les travaux en avril 2016 pour se donner la possibilité d'améliorer les caractéristiques de ces voies. Ainsi, la nouvelle structure de chaussée sera davantage renforcée. Sur cette base, la nouvelle offre financière de l'entreprise Adeoti, après négociation, s'élève à 54 900 millions de francs CFA.
Cette offre intègre les coûts de contrôle et de surveillance des travaux, ainsi que ceux de déplacement des différents réseaux et de l'éclairage public. Le Conseil a autorisé l'exécution des travaux par l'entreprise ADOTI. Vous savez que les véhicules de l'État sont classés en plusieurs catégories. Il y a les véhicules de fonction, les véhicules de service et les véhicules du parc automobile de la direction du garage central administratif. La gestion de ces matériels roulants se fait non sans difficulté. Entre l'acquisition de véhicules, l'entretien de véhicules et les achats de carburant, en 2014, l'État a dépensé près de 50 milliards de francs CFA. En 2015, 41 milliards de francs CFA. Et en 2016, 23 milliards de francs CFA. Au regard du volume de ces dépenses et des actes de malgouvernance relevés dans la gestion des véhicules administratifs, il apparaît nécessaire d'explorer des solutions innovantes pour assurer le financement des services de logistique liés à la mobilité des agents de l'État. Le Conseil de ce jour a fait l'option de leasing, c'est-à-dire de location de véhicules à longue durée, pour mettre à la disposition des agents et services de l'État des matériels roulants. Comme avantage, le locataire qu'est l'administration disposera de véhicules neufs et entretenus aux frais du fournisseur, tout en bénéficiant de la garantie constructeur pendant tout ou partie du contrat de location. Cette formule induira une réduction substantielle des charges de fonctionnement de l'État et s'inscrit dans la ligne de la réduction du train de vie de l'État. Les membres de la Commission nationale de la législation et de la codification ont été installés officiellement dans leurs fonctions ce mercredi. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé à leur cérémonie d'installation. Qu'est-ce que c'est que la Commission nationale de la législation et de la codification? Quel est donc son rôle? Réponse dans ce sujet d'Aristide Setti et Damien Pedro. La Commission nationale de la législation et de la codification est un organe ministériel créé par le gouvernement béninois. Il est élargi aux autres composantes de la société. Le gouvernement a attribué à cette commission 3 rôles fondamentaux. Première chose, la commission est chargée de regarder dans la législation béninoise où il y a des insuffisances. Lorsqu'elle ressent à tel ou tel autre niveau qu'il y a de l'insuffisance, elle peut faire des propositions au gouvernement en élaborant elle-même les avant-projets de loi. Deuxième mission, lorsque ce n'est pas elle-même qui élabore les avant-projets et que les avant-projets sont élaborés au sein des ministères, son rôle, c'est de prendre ces projets-là et de dire ce qu'elle en pense. C'est ça qu'on appelle donner des avis sur les avant-projets de loi. Troisième mission, c'est de faire de la codification. C'est-à-dire que lorsque vous avez une matière sur laquelle vous avez plusieurs lois, vous avez plusieurs règlements, vous pouvez essayer de les rassembler, les codifier pour en donner une lisibilité. C'est non seulement un espace de dialogue entre les représentants de l'État qui ne sont pas dans cette sphère, mais aussi un outil technique mis à la disposition du gouvernement. Le gouvernement a senti la nécessité de mettre en place un outil technique qui lui permet de rassembler l'ensemble des compétences à travers les différents départements ministériels. Première chose. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend l'initiative d'un texte, le fait d'amener ce texte-là à la commission de législation permet d'avoir les vues de l'ensemble des ministères. Cette quarantaine de membres est installée au moment où le gouvernement s'est engagé dans de nombreuses réformes dans le pays.
Direction la commune de Zé. Depuis quelques jours, l'accès à la commune de Zé est plus facile. En effet, la voie reliant cette commune autrefois enclavée est totalement aménagée. Le constat est bien clair, mais les populations de Zé ne sont pas satisfaites de la qualité de cet ouvrage. Laurent Tonekes pour le constat. Il y a quelques années, se rendre à Zé est un calvaire pour les populations et les usagers de ces communes du département de l'Atlantique. Aujourd'hui, les travaux de réalisation du tronçon Zé-Plaque-Zé Centre sont presque achevés à la grande satisfaction des uns et des autres. Nous remercions beaucoup Dieu, puisque nous ne savons pas si dans ce monde Zé peut recevoir une voie bitumée. Bon, grâce à Dieu, nous l'avons eu. Nous remercions l'État qui a fourni. Et nous remercions beaucoup Dieu pour cela. C'est une satisfaction. Satisfaction dans la mesure aussi que vous connaissez l'état de la voie. Il y a de cela 1 an. Vous devez remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la voie. Et à défaut de rien, on est content de ce qu'on a. Avant, c'était très difficile l'accès à Zé. Mais aujourd'hui, avec ça, on peut se déplacer. Mais les dysfonctionnements observés dans la réalisation de cette infrastructure routière ne sont pas du goût des populations et des autorités. Le bitumage qu'on fait ailleurs, pour nous, à Zé, là, on voit qu'il y a un peu de différence. Nous ne savons pas si après ils vont réformer ça. Si c'est fini, le travail est fini à ce niveau, on ne sait pas vérifier. S'il peut encore réformer ça, pour que ça soit un travail durable, ce serait bon. Sinon, on dit que bon, quelques ans, 2 ans après, maintenant, on peut commencer par créer encore de la voie. C'est vrai que c'est pas ce que Zé mérite. À mon avis, c'est pas ce que Zé mérite. Zé mérite une voie bitumée. Mais c'est dommage. On fait avec, on accepte. On est quand même content. Dans un premier temps, on nous avait parlé du bitumage. Maintenant, nous avons constaté que c'est le gravillonnage. Pour que ça dure un peu, il faut qu'on passe tout au moins le bitumage pour pouvoir préserver la route pour que ça soit un peu durable. Seuls les responsables de l'entreprise en charge des travaux pourront nous situer sur les caractéristiques de l'ouvrage qu'ils devraient réaliser pour le bonheur des populations de Zé. Un reportage de Laurent Tonekes et Denis Marouya. Hors de nos frontières, manifestation à Abidjan des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial de la fève, se sont réunis pour dénoncer la mévente qui touche leur récolte. Mais ils ont été dispersés par la police ivoirienne avec des gaz lacrymogènes. Reportage. Plusieurs dizaines de producteurs brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Tout notre cacao va à crédit » se sont rassemblés au plateau quartier administratif et des affaires d'Abidjan pour déplorer l'immobilisation de plusieurs tonnes de cacao au port d'Abidjan à la suite du blocage du système d'achat mis en place par les autorités. Il s'agit du blocage du cacao, dont les producteurs sont arrivés de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour venir manifester pour que le cacao soit payé. Parce que depuis mi-novembre, le cacao ne s'achète pas. Le cacao se trouve entre les 2 ports San Pedro et Abidjan. Le cacao se trouve stocké dans les coopératives. Le cacao se trouve entre les mains des producteurs dans leurs plantations, dans leurs champs, dans leurs campements. Le président du syndicat national des producteurs pour le progrès, Moussa Kone, déplore la mévente du cacao car le prix borchant du kilo de cacao fixé à 1100 francs CFA par le gouvernement ivoirien n'est même plus respecté. Depuis novembre, on n'arrive pas à vendre le cacao. Tout est bloqué au port comme en brousse. Donc, les paysans sont obligés de brader par défaut des acheteurs. Le cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Ce secteur représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2 tiers des emplois et des revenus de la population selon la Banque mondiale.
Passation de pouvoir au sommet de l'État somalien ce jeudi à Mogadiscio. Le président sortant Hassan Sheikh Mahmoud a laissé sa place à Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo lors d'une cérémonie organisée en prélude à la prestation de serment du nouveau président somalien qui pourrait avoir lieu le 22 février selon des sources proches du président. Nous allons revenir dans nos toutes prochaines éditions sur les détails. Exploit dans le système sécuritaire en France. La police expérimente les caméras piétons à Marseille, un système de surveillance à cause des terroristes qui ne cessent de commettre des attentats suicides. Reportage. Contrôle d'identité filmé à Marseille. Plusieurs brigades de la police nationale y sont équipées de caméras piétons qui enregistrent les interventions. Double objectif, fournir une preuve à la justice en cas d'incident et apaiser les tensions lors des contrôles d'un côté comme de l'autre. Nous, depuis qu'on a les caméras piétons, nous n'avons plus de soucis concernant des pseudo-violences policières. Aucun. Donc depuis 2 ans, on n'a eu aucun retour, aucune plainte qui nous est arrivée. Le système de caméras piétons est toujours à l'état expérimental. Mais après l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois, le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a annoncé vouloir généraliser le dispositif à toute la France. À Marseille, la police municipale devrait elle aussi bientôt être équipée. Dans la grande majorité des cas, ça fait descendre bien évidemment la tension, la pression du travail des policiers. Ça, c'est quelque chose que tous nous disent et d'ailleurs ils sont tous très demandeurs de ce type d'équipement. La mesure est plutôt bien reçue par le public malgré quelques inquiétudes. Je pense que si on est constamment filmé lors des arrestations et tout, comme je le dis, du coup les policiers auront peut-être plus attention à ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je pense. Rien ne me garantit que les images ne seront pas trafiquées après, donc je suis pas sûr que ça évite énormément de bavures. Les policiers affirment que le logiciel sécurisé interdit de manipuler les images. Les vidéos ne peuvent être exploitées que par la justice en cas d'incident et les personnes contrôlées ont la possibilité de récupérer les images auprès de la CNIL. En Asie, l'État pakistanais a fermé ses frontières à l'Afghanistan ce jeudi, une décision suite à un attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique qui a fait au moins 110 morts dans un sanctuaire soufi du sud du pays. Au moins 110 personnes ont été tuées, 250 blessées dans une attaque contre un sanctuaire soufi. L'attentat s'est produit dans la ville de Chiwan, à environ 200 km au nord-est de la mégalopole portuaire du sud, Karachi. Cette attaque a été commise par un kamikaze qui s'est introduit dans un sanctuaire dédié aux saints soufis, la Shabaz Kalanda, qui a vécu au XIIIe siècle. Il s'est fait exploser parmi des dizaines de fidèles, a indiqué une source policière. Le site était bondé en ce jeudi soir, considéré comme un jour sacré pour la prière par cette communauté, branche mystique de l'islam considérée comme hérétique par certains groupes islamistes radicaux. Le président pakistanais Mahmoud Hussain a pour sa part assuré que les opérations contre les terroristes vont continuer dans tout le pays. En réaction à l'attaque, le Pakistan a fermé ses frontières avec l'Afghanistan, régulièrement accusé par Islamabad d'abriter la présence d'extrémistes pakistanais sur son sol. Le Pakistan a subi cette semaine une série d'attaques suicides revendiquées par les talibans pakistanais. Plus de 60 000 personnes ont été tuées et 11 milliards de dollars dépensés dans la guerre contre le terrorisme au Pakistan, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Ashima, petite île japonaise abandonnée, fut en 1960 le lieu le plus densément peuplé du peuple. Une mini-ville habitée de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, toute consacrée à la récolte du charbon sous-marin. Reportage. Une île fantôme, longtemps symbole de la modernisation du Japon. Cette ville abandonnée de la région de Nagasaki était l'endroit le plus densément peuplé au monde en 1960. Surnommée Gunkanjima ou l'île cuirassée, c'est ici, dans le premier immeuble en béton armé du pays, que Minoru Kinoshita a grandi. On jouait souvent au chat et à la souris dans tout le bâtiment, mais il arrivait qu'on ne trouve personne tellement c'était grand. Pour moi, cet immeuble était comme une aire de jeu où j'ai pu m'amuser pendant des heures. Mais l'envers du décor se trouve sous terre.
À plus de 1000 mètres de profondeur, une mine de charbon datant du 19e siècle tournait à plein régime. Plus de 400 hommes se relayaient 24 heures sur 24 dans des conditions extrêmes. L'humidité, c'était le plus dur. On dépassait les 95%, l'air était juste moite, collant. À ça venait s'ajouter la poussière de charbon qui se mélangeait à notre sueur. On finissait noir de la tête aux pieds. Après la Seconde Guerre mondiale et le virage énergétique en faveur de l'or noir, le cuirassé jette définitivement l'encre en 1974. Mais Gunkanjima retrouve un nouveau souffle. En 2015, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un statut controversé, car pendant la première partie du XXe siècle, la mine a eu recours au travail forcé de Chinois et de Coréens, dont les pays ont été partiellement occupés par l'Empire japonais. C'est une honte pour ceux qui aspirent à la paix dans le monde. C'est irrespectueux envers les victimes et c'est pourquoi nous regrettons cette décision de l'UNESCO. Mitsubishi, l'ancien propriétaire de l'exploitation, a fait un premier pas vers la réconciliation en dédommageant une dizaine d'ouvriers chinois de ces sites japonais. En Corée du Sud, une procédure est en cours, mais aucun ouvrier n'a été à ce jour indemnisé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. À demain.